Merci de nous accueillir sur la seconde partie de ce grand rendez-vous que nous vous proposons à propos et autour des Frileux, le tournage d'une fiction de télévision dans notre cité, le Cateau-Cambrésis, ainsi qu'en région lilloise. C'était en 2007. Après les acteurs de l'ombre, cette semaine, nous allons nous intéresser aux acteurs dans la lumière. Je vous rappelle le pitch de ce téléfilm. Sophie, interprétée par Marouchka Detmers, revient dans la ville de son enfance et découvre pas mal de secrets en rapport à la mort mystérieuse d'un de ses anciens camarades. Je vous le disais, lors de notre première partie, l'aventure d'un téléfilm, c'est une aventure humaine. Et bien cette semaine, l'aventure continue. Fin 2007, le Cateau-Cambrésis et la région lilloise ont accueilli le tournage des Frileux, une fiction télévisuelle réalisée par M. Jacques Fonsten, produite par Alchimique Productions et par France 3 Lille. Beffroi Vision a eu l'immense privilège de pouvoir suivre l'intégralité du tournage. Poursuivons à présent l'aventure humaine que nous avons commencée avec le monde des techniciens. Découvrons que l'aventure continue, vécue par les comédiens, elle devient même plus intérieure. Sur les comédiens, comment ont-ils été choisis? Moi, c'est vrai que quand j'écris, j'écris jamais en pensant à un comédien. J'aime bien cette idée que j'écris dans l'abstrait et qu'un jour arrive où je me confronte à la réalité de quelqu'un qui va jouer un personnage. Alors là, très classiquement, hein, j'ai écrit le scénario, puis j'ai commencé à rêver à des gens. Alors quand on a eu de la chance, comme j'ai eu là, c'est en gros les gens dont j'ai rêvé qui sont venus dans l'aventure. C'est vrai que Marouchka, c'est la première à qui j'ai eu envie de proposer de jouer cette histoire. Vladimir Yordanov, on venait de faire un film ensemble et j'avais envie de le retrouver. Yves Verhoeven, ça fait un moment qu'on se tournait autour. Frédéric Pierrot aussi, qu'on avait envie de tourner ensemble. Et puis Philippe Faure, je le connaissais comme comédien, mais on ne s'était jamais rencontrés. Voilà. Alors, Hélène de Saint-Pierre, pareil. Donc quand on choisit les comédiens, c'est un peu du rêve qu'on confronte à la réalité de vrais gens ou à l'amour de comédiens qu'on a, et voilà. Je vais peut-être présenter le personnage que j'interprète plutôt. Elle s'appelle Sophie Dornival et c'est une femme qui a grandi dans un endroit qu'on appelle dans le film Pont-Adrien, qui a donc été tourné au Cateau, qui retourne dans son passé à partir d'une nouvelle qu'elle a lue dans le journal de Pont-Adrien, qui mentionne le fait que son petit ami de l'époque, d'il y a 20 ans, a été assassiné. Alors elle vient pour l'enterrement, pense-t-elle. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure qu'elle est là, elle se retrouve en fait prise entre une rencontre avec son propre passé, à travers les 4 amis qu'elle a qui sont encore en vie, qui sont tous restés vivre à Pont-Adrien. Elle est la seule à être partie. Et de l'autre côté, cette enquête policière qu'elle décide de mener un peu par elle-même, inquiétée par le fait que la police n'a pas l'air de faire une enquête. Ce que j'ai remarqué, c'est que nombre de vos films naviguent entre idéal et réalité. On a des constantes, on a des obsessions, on a des rêves. Alors c'est vrai que si je regarde, j'ai beaucoup parlé de gens qui veulent changer le monde et qui se confrontent à des réalités moins réjouissantes que leurs rêves. J'ai beaucoup raconté des histoires de groupe et de rêves de groupe. Voilà, mais je ne le fais pas exprès, hein, je suis innocent. Comment avez-vous abordé le rôle ? Bien, je l'ai plus abordé comme comme des retrouvailles avec ce qui était mon passé, ce qu'a pu être mon passé, enfin le passé de Sophie. Et puis une grande partie d'aborder un rôle, c'est de parler avec le metteur en scène et de le construire touche par touche, scène par scène. De façon à ce que ça devienne un personnage, ce n'est jamais vous. Hein. Voilà, je ne sais pas comment on aborde un rôle. C'est une cuisine mystérieuse, un peu intime, dont on n'arrive pas très bien à parler. Ouais, écoutez, c'est une question qu'on pose souvent aux acteurs.
J'aborde pas le rôle en fait. Quand je lis un texte où il me plaît, où je dis non. Là en l'occurrence c'est plus par camaraderie avec Jacques. J'ai dit oui d'accord, je fais le rôle et voilà, j'aborde ça dans le plaisir de jouer. Moi en général c'est pas vraiment. Je crois pas trop à l'existence des personnages. C'est une chose, il y a beaucoup de personnes qui disent le personnage c'est ceci, c'est cela, le personnage c'est un bout de papier, c'est écrit sur un bout de papier, c'est moi de toute manière le personnage, donc ma façon d'être joyeux correspond, la façon d'être triste correspond, après c'est une histoire de dosage. C'est assez compliqué à expliquer ça, j'aborde pas un personnage, j'essaye de voir qu'est-ce que je peux faire avec les scènes qui me sont proposées. Bon là il y en a 4, voilà, il faut, surtout quand il n'y a que 4 scènes, le personnage il faut le faire assez clair, on ne peut pas faire trop de contradictions dedans, sinon on s'y perd. Alors, le premier travail du comédien pour aborder un rôle, de toute façon, quel qu'il soit, c'est donc d'apprendre le texte. Le rôle est... c'est un personnage qui doit apporter pas mal de mystère. Le personnage que je joue est totalement impliqué dans la situation. Il a agi d'une certaine façon avec ses amis ouvriers. C'est plus cette situation. Voilà, je crois que c'est plus cette situation plus que le personnage en lui-même qui m'a attiré. Je suis un peu embêté parce que j'ai très envie de vous raconter tout le truc, mais si je vous dis tout, il y aura plus de mystère, il y aura plus de surprise. Bah, comme on l'aborde à chaque fois, c'est un petit travail, c'est un travail d'apprendre le texte déjà, et à travers le texte, la façon dont il est écrit, dont il est ponctué, trouver les mouvements qui vont m'aider à le jouer. Et puis le costume est important, la façon dont on le présente, dont on l'habille. Puis un travail personnel sur le texte, chez soi, on travaille beaucoup, on lit, on relit, on relit, on apprend. En apprenant, des émotions, des sentiments viennent qu'on va essayer de retraduire au moment du tournage. Et puis sur le tournage même, les conditions pratiques, l'endroit où ça se passe, le temps qu'on a pour le faire vont aussi influencer. Et puis les conseils, les notes, les avis du metteur en scène. C'est jamais facile de répondre à ça parce que soit ça va du général au particulier, ce qui est un peu le cas là, c'est-à-dire que j'ai d'abord vu l'ensemble de l'histoire que ça racontait avant de m'occuper du personnage en particulier. Ou ça va du particulier, et le particulier ça peut être un détail. Par exemple, dans les premières conversations qu'on a eues avec Jacques, il a eu l'idée qu'il pouvait rouler à vélo, avec un vélo demi-course. Et ça, moi, ça m'a tout de suite... c'est un détail qui me raccorde à des choses que je connais, personnellement, et qui me donne beaucoup d'images. Autre chose importante qui vient tout de suite après on a les costumes. La façon dont je suis habillé m'aide à envisager quel genre de personnage c'est. Vous savez, c'est simple, hein. Il y a 3 choses. Il y a la personne que je suis, Pierrot. Il y a l'acteur, qui est un professionnel. Et puis, il y a le personnage. Et ce qui se passe dans un film, c'est la concordance de ces 3 éléments. Hein? C'est-à-dire qu'il y a forcément de moi dans le personnage, et en même temps, ça peut être un peu, beaucoup, ou décalé à la folie. Au total, on est là pour servir l'idée de ce film, qui est une idée de Jacques. Donc son regard est très important, il peut tout changer. Et moi, je lâche prise à un moment donné. Je ne m'occupe pas de savoir ce que sera le résultat. Vous comprenez ? J'écoute ce qu'il me dit, je le ressens de l'intérieur, j'essaie de faire au mieux pour... Et puis, évidemment,
ça m'échappe. Voilà. J'ai suivi le tournage, j'ai eu cette chance. Et moi, je vous ai senti très concentré et peut-être même fragile. Et il y a 2 personnes qui sont toujours autour de vous, c'est Valérie et Julio. Est-ce que vous pouvez m'en parler? C'est pour chaque actrice, ce sont les personnes qui sont les plus proches, quoi. Ils vous connaissent dans vos instants les plus intimes, qui sont vraiment les minutes, les secondes qui précèdent moteur et action. C'est eux qui s'aperçoivent de ce qui se passe en vous pendant que vous vous préparez. C'est eux aussi qui sont responsables de l'aspect physique qu'on a. Ce sont des grands alliés. Et là, dans ce film, Julio, je travaille toujours avec lui. Et Valérie, je l'ai connue dans ce film. Elle travaille pour France 3 à Lille. Et c'est une très bonne surprise pour moi, Valérie. Le jeu des points communs voudrait vérifier que le cinéma est une grande famille et que chacun est relié à l'un ou à l'autre par les personnes qu'ils ont côtoyées lors de leurs différents tournages. Le point commun entre Marouchka Detmers et Frédéric Pierrot est tout autre. Ah ben on en a un qui me saute à la figure. On en a encore parlé hier soir. Il a parlé d'un point que j'ai en commun avec lui. Oui, exactement. Nos 2 pères étaient vétérinaires. Un point commun avec Frédéric, je ne sais pas. Nous prenons tous les 2 notre métier très au sérieux. Alors un indice, il s'agit de la profession de vos parents. Oui, son père est vétérinaire, mon père est vétérinaire. Voilà. Et 2 compagnes. Voilà, exactement. C'est bien, c'est très cinématographique, vous savez, la médecine vétérinaire. Revenons au film maintenant. Bon, là c'est une sorte d'histoire de meurtre, mais je crois que c'est d'abord une histoire sur des gens et une histoire sociale, sur l'état du monde d'aujourd'hui. Et si ça s'appelle Les Frileux, voilà, soyons plus sérieux, c'est sur des gens qui ont peur de la vie qu'ils ont, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur du monde tel qu'il est. Eh bien, officiellement, cette ville, Pont-Adrien, est traversée par une rivière qui s'appelle la Frile, et les habitants de Pont-Adrien s'appellent les Dirénapontins. Ils ont officiellement préféré s'appeler les Frileux parce que c'était plus facile à dire. Maintenant, le choix du metteur en scène d'appeler les habitants de Pont-Adrien les Frileux, c'est autre chose, c'est pas innocent. Ce sont des gens qui ne veulent pas se mouiller dans la vie, quoi, qui restent dans leurs problèmes. Sophie se rend compte que petit à petit, à travers l'attitude des amis qui n'ont jamais quitté cette ville, qui sont restés dans cette ville, qui est une ville qui a un peu périclité, que chacun, en réalité, a peur. A peur de la réalité, peur de ce déclin, peur de la police, peur des autorités, peur de tout, qui vivent dans la peur permanente. Cette ville imaginaire, comme je l'ai dit, on a imaginé que c'était l'ancienne capitale du chapeau. C'est-à-dire qu'il y avait des usines de chapeaux dans cette ville et qu'il en reste une chose, c'est que les habitants portent des chapeaux. Et là aussi, c'est un petit jeu puisque, au fond, dans l'histoire qu'on va raconter, qui est une histoire autour de la culpabilité, il y a des gens qui portent le chapeau. Donc voilà, c'est essayer d'avoir une petite forme d'humour qui donne un peu de distance dans cette histoire assez noire. On pourrait dire beaucoup de choses sur le sujet du film. Ça peut être des illusions perdues qu'on essaye de maintenir contre et à l'envers de tout ce qui arrive. On peut aussi dire que c'est un film qui parle de villes entières mises en péril par une vie économique qui ne parvient pas à les garder debout. On peut aussi dire que c'est un film sur des gens qui ont peur pour leur salaire, pour leur survie, et qui, à cause de ça, ne veulent pas parler d'un crime qui est, et ça on le verra plus tard dans le film, qui est lié avec le destin de cette ville. On peut aussi dire, effectivement, que c'est un film de culpabilité. Parce que Sophie s'en veut terriblement d'être partie, d'avoir laissé les autres lui en veulent terriblement et travaillent sur la culpabilité. Il y a plein de volets à ce film qui font de
de cette histoire quelque chose qui, si on dit que c'est un film policier, c'est absolument réducteur et ça ne serait absolument pas juste. Mais je crois qu'un film, c'est tout le temps beaucoup de choses à la fois. Enfin, on essaye qu'un film ne soit pas résumé à son objet. Alors, c'est sûr que c'est un film qui a l'apparence d'un thriller, qui est, encore une fois, l'histoire d'une sorte d'enquête, mais en même temps, au travers de ça, j'ai voulu tenter de regarder des parcours, des vies qui sont plus ou moins réussies, des rêves un peu fourvoyés, des gens qui ont pensé il y a 25 ans qu'ils allaient changer le monde et qu'on retrouve, puisque Sophie revient dans cette ville où elle était il y a 25 ans, et elle va retrouver des gens qui n'ont pas bougé, ou qui, par le fait qu'ils n'ont pas bougé, sont des formes de vie un peu ratées, ou en tout cas elle va les voir comme ça. Et en même temps, c'est des vieux ados, voilà, et elle est... Alors c'est vrai que je veux autant raconter ça que le thriller, c'est-à-dire que c'est... une histoire, c'est toujours un moyen de regarder des gens et de parler des gens. Moi, je pense qu'il y a effectivement deux côtés dans cette histoire, une partie enquête et une partie quête, qui est un peu la quête d'elle-même, de qui elle était à l'époque, de qui elle est devenue. Donc à la fois la quête, et la quête tourne autour de ce que sont devenus ses amis, qui elle est devenue par rapport à eux, et qu'est-ce qu'elle a laissé comme trace dans leur vie. Sur ces personnages qui croient qu'il se passe encore quelque chose alors qu'ils ont en fin de compte définitivement fait un trait sur leurs envies, sur leurs illusions, etc. Quand le passé ressurgit, ils ont un peu l'impression qu'un peu d'air chaud revient, alors ils y croient, mais en fait ils y croient pas tant que ça, quoi. C'est-à-dire au bout d'un moment, ils réagitent les vieilles couvertures en disant il va se passer quelque chose, il va se passer quelque chose, et il se passe rien, parce que c'est à soi de bouger, c'est pas au passé de revenir. C'était un film très, très délicat, avec un ton à essayer de trouver, qui est à la fois très noir, c'est un thriller, c'est une sorte d'enquête, et en même temps, on avait envie d'avoir un ton de tendre, amusé, donc il y a tout le temps ce mélange. Je crois qu'il y aura un truc, chacun aura sa petite pointe personnelle, son petit regard, voilà. Et ça fait que je crois qu'au total, ce sera très vivant, vous voyez, et pas du tout ce qu'on lit à première vue dans le scénario. Est-ce que vous pouvez me dire 2 mots sur Jacques Fonsten? Alors 2 mots, enfin, il y a beaucoup de mots pour le décrire. Je dirais un grand monsieur. C'est un monsieur qui sait exactement ce qu'il fait dans la mise en scène. Il est élégant, il a de la classe, il peut être tranchant, il est extrêmement juste, dans le sens de la justesse et non pas dans le sens de la justice. C'est quelqu'un, metteur en scène, avec qui les choses se passent très bien. Il est très à l'écoute et en même temps il sait parfaitement bien ce qu'il veut. C'est très 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 agréable. Vraiment, de travailler avec lui, c'est superbe. Il parle très doucement, très simplement. Il est très drôle. Il est pince sans rire. Et j'aime beaucoup jusqu'à maintenant toutes les petites nuances qu'il peut apporter dans le jeu, de prise en prise. C'est très agréable. Je connais depuis longtemps. Jacques était producteur de Vincent et Théo de Robert Altman. Et puis j'ai joué avec lui il y a 2 ans dans Les Zig. Et voilà. On s'aime bien, donc on continue à travailler ensemble. Pourquoi a-t-il toujours le sourire sur le plateau? Je vous ai dit, c'est un monsieur élégant. Élégant, avec une joie de vivre, avec une certaine légèreté. En même temps, avec une grande rigueur. Ça peut se marier en une seule personne, hein. La légèreté, la rigueur. Pourquoi êtes-vous toujours souriant? Oui, je crois qu'il y a plein de raisons. La première, c'est que je suis fabuleusement heureux de faire ce que je fais. Il y a aussi que je crois que je travaille mieux dans la
quand je suis entouré de gens qui se sentent bien, que j'aime pas les conflits, que j'aime pas les tensions, donc j'essaye de les éviter. Le jeu des points communs, le retour, il concerne Yves Verhoeven et Jacques Fansten. Donc peut-être Claude Miller, puisqu'il est ami avec Claude Miller et moi aussi. Et vous me disiez aussi Claude Chabrol. Oui, non, mais il s'est trouvé que quand j'ai commencé à travailler, très jeune, puisque vraiment très jeune, je me suis retrouvé assistant de Chabrol, puisque j'étais premier assistant de Chabrol à 22 ans. J'ai travaillé dans 6 films de Claude Chabrol, et Claude Chabrol m'a offert mon premier rôle important au cinéma, c'était dans Madame Bovary. Je jouais le rôle de Boutin, l'aide pharmacien. J'étais le commis pharmacien de Jean-Yann. Et c'est vrai que j'ai fait 2 films de Chabrol comme assistant il y a très longtemps, donc La femme infidèle et Que la bête meurt, 2, je crois, des plus beaux films de Chabrol, et que c'est à la fois des films et surtout lui, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. L'amour de la vie, peut-être bien, l'amour de la vie. Parce que voilà, ça c'est des hommes qui, je crois, débordent d'énergie, d'inventivité, voilà, ils ont envie de raconter des histoires, ils ont envie de parler de la vie, ils ont envie parce que je crois que c'est des gens amoureux de la vie, bons vivants et amoureux de la vie. La particularité de ce film, c'était qu'il était tourné en HD, en haute définition. Pourquoi ? Parce que vous savez, on y vient. Hein. Bon, je crois que c'est l'avenir. Et en même temps, si je suis très sincère, je pense que ça n'a aucune importance. Le fondement même de ce qu'on a à faire au niveau de la création, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que la lumière ait un sens, que les plans aient un sens. La HD a fait d'énormes progrès et fait maintenant, quand le chef opérateur et le cadreur savent s'y prendre, donne une très très belle image et qui coûte aussi beaucoup moins cher que l'image Super 16 habituelle. C'est un nouvel outil, c'est pas un nouveau langage. En lumière, une belle phrase. C'est une belle phrase. Ça. En lumière, ça change. Oui, c'est-à-dire qu'on est clair. C'est-à-dire que niveau pratique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir fabriquer des images avec un petit peu moins de lumière dans les conditions de basse lumière, c'est-à-dire la nuit, le soir dans certains intérieurs, etc. C'est un film qui se passe. J'ai tendance à dire que c'est un film noir, et donc un film noir, souvent la nuit contribue. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes de nuit. En sachant que vous alliez tourner en HD, est-ce que ça a joué dans l'écriture du scénario ? Rien du tout, absolument pas. J'ai assisté à de nombreuses scènes nocturnes. Elles étaient déjà écrites comme ça. Elles nous auraient coûté une fortune avec tous les projecteurs qu'on aurait été obligés de mettre. Et je peux vous dire que la décision de tourner en HD a été prise exactement 3 semaines avant de tourner. Alors pour vous dire. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on raconte, comment on le raconte. Vous savez, jamais un outil n'a fabriqué l'objet. Il y a tout le temps un moment où un film, c'est des gens qui vous racontent quelque chose avec des images, des sons, quel que soit le procédé qu'on utilise. Alors, sur ce film, c'est vrai que la haute définition nous permettait d'être plus souple sur des nuits, sur des décors compliqués, des choses comme ça. Est-ce que vous appréhendez la diffusion ? Comme toujours, ça, bien sûr, à chaque film, on appréhende la diffusion. C'est d'autant plus une appréhension, c'est que entre le moment où on a eu l'idée et le moment où il sera diffusé, le temps le plus court, c'est 2 ans. Alors là, par exemple, on a fini de tourner aujourd'hui. Le temps qu'on ait fini la post-production, le montage, la post-synchronisation et tout ça, et qu'on donne ce qu'on appelle le PAD, c'est-à-dire le prêt à diffuser qui sera aux alentours d'avril par là, il va encore prendre au moins 1 an avant de le diffuser. Donc c'est des films, vous voyez, qui rêvent. C'est le rêve qui continue. Quand est-ce que vous serez libéré de l'histoire que vous avez en tête ? À sa diffusion, peut-être ? Oui, alors, il y a des stades successifs. Moi, je sais que j'ai toujours l'impression de découvrir autrement le film la première fois que je montre, ne serait-ce qu'un premier montage, à des gens. Parce que le fait que des gens le regardent, on se met à le voir autrement. Mais je crois qu'on n'est jamais libéré d'une histoire qu'on a racontée. Hein. Alors d'une certaine manière, le jour où on l'a livré à la chaîne, on commence à en être un peu libéré. Le jour où il est diffusé,
on en est libéré. Mais moi, il y a des vieux films que j'ai faits dont je n'ai pas l'impression d'être tout à fait libéré. Et si vous vivez une histoire d'amour très forte, est-ce qu'elle est finie un jour? Eh ben, un film, c'est un peu comme ça. Est-ce que vous êtes prête à retravailler avec Jacques Fonsten? Mais comment? Je tourne l'année prochaine avec lui et ça s'appelle Les regards en coin. La meilleure des conclusions à cette aventure humaine transparaît au travers des propos de David Electro. Je suis David, électricien, je suis au groupe, plus précisément distributeur d'énergie. Et on est tous là pour faire le même film, hein, que les intermittents et les intégrés de France 3 on fait tous le même film, le film du réalisateur. On est tous liés un peu, enfin tout le monde s'entraide. C'est l'une des forces du film qu'on retrouve sur toutes les équipes, je pense, en France, et qu'on est solidaires. Il n'y a pas, on fait tous le même produit en fait, et on est content de le faire. C'est une passion, c'est pas le lundi, on va pas, comme certaines personnes pourraient l'imaginer, le week-end, dimanche soir, on pourrait dire oh mince, lundi on va au travail. C'est embêtant. Non, moi au contraire, je suis content d'aller le lundi au boulot, et le vendredi, je suis content d'arrêter parce que je vois la famille, parce que c'est aussi les déplacements, souvent en déplacement, on n'est pas avec la famille, et ça fait du bien. Mais c'est tous les jours un plaisir. C'est chaque année, chaque film, on découvre des autres gens, des autres personnages, et c'est quand même très très intéressant. Qu'ajouter à cela ? Peut-être quelques regrets sur des rendez-vous manqués, mais tout compte fait, peu importe. Cette expérience est pour moi inoubliable. Tandis que le Cateau peut être fier d'avoir servi d'écrin à une belle histoire d'homme. La première diffusion de ce téléfilm réunit quelques 2 500 000 téléspectateurs. Le programme était alors en 4e position lors de cette soirée. C'était exactement le 30 janvier 2010. Une fois encore, nous remercions très vivement l'équipe de production et l'équipe de tournage pour nous avoir donné le privilège de la suivre lors du tournage des Frileux. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour une 3e partie consacrée au tournage des Frileux, et cette fois-ci nous nous intéresserons aux Cathos et aux Cartésiens dans l'aventure humaine du tournage des Frileux.